Ça y est, nos guides VIH allaitement sont disponibles. Vous le savez, c'est la troisième émission des suites que je vous lance cette annonce avant de commencer le sujet de la semaine. Mais c'est parce que ce sont des guides auxquels nous tenons vraiment beaucoup, qui sont l'aboutissement d'un très grand travail. On remercie notre collègue Émilie qui a vraiment donné tout soi-même pour que ces guides soient prêtes. Elles le sont. Et du coup, vous pouvez les télécharger ou les commander si vous souhaitez un format papier à l'adresse communication@comitédesfamilles.net. N'hésitez pas, surtout pas. Alors, et pour venir à l'émission d'aujourd'hui, je me suis entretenue avec Margot Oberli, responsable équipe mobile santé environnement, équipe mobile d'intervention paludisme littoral à la Croix-Rouge de Cayenne. Et du coup, c'est notre troisième voyage en Guyane de ces dernières deux mois. Avec elle, cette fois, nous avons pu explorer des interventions sur les territoires guyanais remarquables. On a approfondi les rôles de la médiation en santé portée par des pairs et on a découvert une manière de travailler responsable et respectueuse du territoire. Je laisse la parole à Margot et que j'ai eu au téléphone il y a quelques jours. Et ben, du coup, je m'appelle Margot Oberlis, je suis sage-femme de formation. Voilà, j'ai été diplômée en 2009, ça commence à remonter un petit peu. Voilà, donc du coup, j'ai exercé quelques années en milieu hospitalier en tant que sage-femme. Et puis après, enfin assez rapidement finalement, après avoir été diplômée, 3 ans après, j'ai repris des études en santé publique. Donc j'ai passé un master 1, puis un master 2 de santé publique. Et en fait, ça m'a amené à pas mal évolué dans mon activité professionnelle. J'ai gardé très longtemps une part de clinique parce que bah, voilà, le travail de sage-femme me plaisait, mais j'étais aussi très intéressée par tout ce qui était réponse de santé publique, stratégie de projet, etc. Et donc du coup, j'ai pris aussi des postes de coordination. Donc j'ai travaillé en grande majorité en Guyane française parce que j'y suis arrivée quasiment au début de ma carrière professionnelle. Et j'ai fait quelques parenthèses, notamment pour ma deuxième année de master. Et après, j'ai eu aussi la chance de pouvoir partir 2 années en mission humanitaire avec des ONG, dont une grosse ONG, sur le continent africain. Et voilà. Et donc, du coup, j'ai continué à faire un petit peu de clinique et de plus en plus, je me suis orientée vers des réponses de santé publique, vers du management d'équipe, etc., etc. Et voilà. Et donc, aujourd'hui, je travaille à la Croix-Rouge française en Guyane, donc en milieu associatif. Ça fait maintenant quelques années que j'y suis parce que j'ai commencé début 2020 à travailler là-bas. Et quand j'ai commencé à y travailler, j'avais une partie de mon temps de travail qui était dédiée en fait à un poste de sage-femme clinicienne. Je faisais du Cégide, donc tout ce qui était consultation de dépistage pour les maladies sexuellement transmissibles. Et puis beaucoup de contraception aussi, de suivi gynécologique, principalement pour des personnes, des femmes en situation de vulnérabilité. Voilà. Et donc, du coup, je suis toujours à la Croix-Rouge française aujourd'hui, mais depuis la pandémie de Covid, j'ai complètement arrêté mon activité clinique pour vraiment me consacrer en fait à la santé publique. Et depuis cette période-là, je ne fais plus du tout, je fais plus du tout de santé sexuelle ni de périnatalité. Je me suis orientée plutôt vers d'autres problématiques en santé que sont la santé environnement. Ok. Et du coup, ça fait plus de 10 ans que tu travailles en Guyane française. Oui, tout à fait. Ok. Du coup, Je suis arrivée en 2010. Oh, d'accord. Ça fait 15 ans, du coup. Et avec donc mes petites parenthèses de 3 ans. Donc en réalité, ça fait 12 ans que je travaille en Guyane, enfin que je vis en Guyane d'ailleurs et que j'y travaille. Oui. Et qu'est-ce qu'il te retient le plus dans ce pays, à part sûrement des choses plutôt personnelles, mais au niveau du travail, c'est quoi ton apport dans cette réalité? J'imagine que tu trouves un sens à rester en Guyane. Ouais, bien sûr que j'y trouve un sens.
Bah, déjà, c'est un territoire qui est fabuleux. On entend plein de choses sur la Guyane quand on n'y est pas. Et puis, en fait, quand on y est, on se rend compte que c'est pas si terrible que ça. C'est vraiment un territoire extraordinaire avec, voilà, et là je vais faire un pont du coup avec mon activité professionnelle, mais avec une multiculturalité extrêmement riche. Donc voilà, ça c'est vraiment un des points positifs de la Guyane, euh, avec ouais, une richesse culturelle énorme. Après, ce que je peux en retenir plutôt sur un plan professionnel, bon, moi je travaille à la Croix-Rouge française, donc forcément c'est assez orienté parce que nous, on a vraiment vocation à intervenir auprès de personnes qui sont en situation de vulnérabilité. Et ce que je vois aujourd'hui, euh, mon apport, en fait, c'est de pouvoir travailler au plus près des personnes qui sont finalement le plus éloignées du système de santé. Quand on est dans des situations de précarité intense, on a très difficilement accès au système de santé pour des raisons qui sont très diverses, hein, mais parce que bah, voilà, c'est des personnes qui sont souvent dans un parcours migratoire, donc qui sont arrivées en Guyane française, certaines depuis très longtemps, d'autres depuis beaucoup plus récemment, mais en tout cas qui ont une situation administrative déjà qui est complexe, donc qui sont voilà, qui résident, enfin qui séjournent sur le territoire de façon irrégulière, on va dire. Il y a des grosses problématiques de littératie, et on va parler de littératie en santé, donc de comprendre comment est-ce que fonctionne le système de santé, comment est-ce qu'on va réussir à s'orienter dans ce système de santé, comment est-ce que je vais réussir à accéder à ce dont j'ai besoin. Et déjà, de quoi est-ce que j'ai besoin et comment je vais m'y prendre. Est-ce que je vais me rendre sur place? Oui, mais comment je me rends sur place? Mais où c'est? Quel spécialiste est-ce qu'il faut que je voie? Ou est-ce qu'il vaut mieux que je prenne un rendez-vous par téléphone? Oui, mais en fait, comment je m'y prends concrètement? Donc voilà, il y a toutes ces problématiques-là. Des grosses problématiques administratives, des grosses problématiques de littératie en santé, des problématiques aussi de compréhension. Enfin voilà, on a beaucoup de gens qui sont allophones et donc d'avoir accès à une information quand on maîtrise pas là où les langues parlées, c'est très compliqué. Il y a des grosses problématiques aussi d'accès aux soins, d'absence de couverture sociale. Donc beaucoup de personnes qui n'ont pas de sécurité sociale, qui n'ont pas d'AME, qui n'ont aucune prise en charge médicale, et évidemment des personnes qui ont des grosses problématiques financières, qui ne peuvent pas travailler, voilà, donc qui sont vraiment en précarité socio-économique voilà, très prononcée. Et en fait, toutes ces raisons-là font que c'est compliqué d'avoir accès au système de santé. Mm. Donc voilà, je ne sais pas si tu... Ouais. Et on a récemment interviewé dans cette émission Vivre avec les VIH une ethnobotaniste qui travaille en Guyane justement, qui nous parlait aussi du problème de, disons, lier la médecine traditionnelle à la médecine officielle, du coup, les croyances et la science. Et lui, c'était un travail plus d'anthropologue, du coup, très intéressant des médiations. Dans ton travail, tu as affaire avec ça, avec des croyances qui ne sont pas forcément acceptables du point de vue scientifique, mais il faut absolument faire compte avec, parce que pour l'observance aussi. Mm. Ouais. Je pense que je sais de qui tu me parles, de qui est cette personne. Nous étions ensemble à Mayotte la semaine dernière d'ailleurs. Okay. Oui, évidemment, on rencontre ça tous les jours. Et puis voilà, en fait, moi aujourd'hui à la Croix-Rouge française, je déploie des équipes mobiles qui sont composées principalement de médiateurs en santé et de médiateurs en santé pair. C'est-à-dire que je grossis le trait, mais grosso modo, les équipes, c'est des personnes qui sont issues des communautés auprès desquelles on intervient, donc qui ont voilà, un pays d'origine qui est similaire, qui ont du coup un système culturel qui est similaire et qui sont parfois aussi très souvent passés par ce parcours migratoire, et c'est les mêmes problématiques que les personnes qu'on va aller rencontrer de façon quotidienne. Et en fait, ces équipes mobiles, elles ont vocation à intervenir principalement dans les quartiers d'habitat informel ou quartiers d'habitat spontané ou bidonville, c'est les différentes appellations. Et en fait, elles vont aller vers les gens qui vivent dans ces quartiers, qui sont en situation d'isolement, pour en fait pouvoir leur apporter de l'information,
pour qu'en fait ces personnes-là soient de plus en plus autonomes dans leur prise en charge en santé. Et donc, ça passe par de l'orientation, ça passe par de l'accompagnement sur des démarches administratives, ça passe par de l'information, ça passe par de la prévention, de la promotion de la santé, par énormément de choses. Et donc, en fait, les médiateurs en santé des équipes que je coordonne rencontrent ces personnes-là de façon quotidienne et rencontrent des personnes qui ont des connaissances, des attitudes, des pratiques qui sont parfois diamétralement opposées à ce que nous, occidentaux ou français d'ailleurs, on a appris et on applique au quotidien. Et en fait, c'est pour ça qu'on appelle aussi ça de la médiation en santé. C'est parce que l'idée, c'est de plutôt réussir à faire fonctionner ce que tu disais tout à l'heure, hein, cette médecine traditionnelle, avec nous, notre médecine occidentale, et de réussir en fait à trouver espèce de compromis. Je veux dire, la médecine traditionnelle n'est pas en contradiction avec la médecine qu'on va proposer dans le système de santé à la française en Guyane. Les deux peuvent tout à fait être très complémentaires, en fait. Et donc, nous, du coup, on va essayer et du côté des habitants, enfin des personnes auprès desquelles on intervient, de comprendre en fait leurs pratiques et de comprendre le sens qui est mis derrière tout ça et l'importance aussi qui est mise derrière tout ça. Et quand on va aller plutôt du côté des professionnels de santé, d'essayer de faire converger en fait ces pratiques. Et voilà, et nous en fait on est vraiment là pour faire en sorte que les personnes qui sont éloignées du système de santé soient plus autonomes dans leur prise en charge en santé et soient plus à même de faire des choix et des choix qui soient les bons pour elles. Et donc, ça va certainement pas être de leur demander, de leur conseiller d'arrêter les pratiques qu'ils ont actuellement. L'idée, c'est vraiment que les personnes fassent des choix éclairés en toute connaissance de cause. Et voilà, nous, là, ça arrête notre travail. Et du côté des professionnels de santé, c'est un peu la même chose. L'idée, c'est de pouvoir les sensibiliser et leur donner les outils nécessaires pour pouvoir accompagner les personnes de la façon la plus satisfaisante possible pour l'un comme pour l'autre, en fait. Dans ton travail de coordination du coup des médiateurs en santé, tu nous confirmes l'importance de cette, disons, anneau, je dirais, de connexion entre les patients, les professionnels de santé, le rôle très important des médiateurs. Mais est-ce que dans ton expérience, parce qu'à Métropole, on remarque bien évidemment, c'est un métier qui n'est pas suffisamment valorisé, il y a un manque de formation. Est-ce que tu trouves la même chose en Guyane ou pour des raisons particulières, tu trouves que les personnes sont plus liées au territoire et il y a des formations qui sont plus reconnues? Alors, pour ce qui est de la médiation en santé au niveau français, donc je vais parler de l'Hexagone et des territoires d'outre-mer, c'est vrai que c'est un métier qui vient d'être reconnu en tant que métier d'ailleurs, parce que jusqu'à il y a quelques semaines en arrière, ce n'était pas encore un métier. Et en fait, il y a des stratégies qui sont portées au niveau national. Enfin voilà, il y a vraiment un engouement autour de cette profession qui est en fait la pierre angulaire dans des territoires comme celui de la Guyane, où il y a voilà, une multiculturalité, où il y a énormément de précarité, de personnes qui sont isolées. Et en fait, nous, en Guyane, la médiation en santé, elle existe depuis longtemps. Au même titre qu'au niveau du national, elle était portée principalement par le milieu associatif. Et en fait, la pandémie de Covid-19, alors malgré tous les dégâts mondiaux qu'elle a entraînés, elle a quand même eu du bon sur certains aspects. Et je pense notamment à la médiation en santé, qui a vraiment été mise sur le devant de la scène à cette période-là. Parce qu'en fait, le Covid... c'est pareil, à chaque situation de crise ou du risque épidémique, comment est-ce qu'on va aller atteindre les personnes qui sont en situation d'isolement? Et en fait, nous, on le voit bien à notre échelle, hein, quand on arrive avec des soignants qui sont d'Europe, de l'Hexagone, qui parlent pas la langue, qui connaissent pas la culture des gens. Et voilà, là, c'est des freins énormes qui sont juste rédhibitoires. Et donc, la médiation en santé, elle a vraiment été mise sur le devant de la scène à l'époque de la pandémie de Covid, où il y a des dispositifs qui se sont multipliés pour la réponse à cette pandémie. Mais ces dispositifs-là, ils ont été pérennisés. Et en fait, aujourd'hui, la médiation en santé en Guyane française, elle a vraiment pris une place centrale
dans la santé et dans le social et dans la santé. Et il y a une stratégie qui est portée au niveau régional, donc qui est coordonnée, qui est portée par l'Agence régionale de santé et qui est coordonnée par une coalition d'acteurs. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir une stratégie de déploiement de la médiation en santé et qui, du coup, évidemment, prennent en compte tout ce qui est la question autour de la formation de ces médiateurs en santé. Donc peut-être que nous, la spécificité qu'on a en Guyane, c'est qu'on a principalement des médiateurs en santé pairs, ce que je te disais tout à l'heure, de personnes qui sont issues en fait des différentes communautés qu'on peut rencontrer sur le territoire de la Guyane. Dans l'Hexagone, c'est pas vraiment la même chose. Enfin voilà, il y a beaucoup de professionnels qui sont issus du champ du monde du social ou du monde du sanitaire qui vont se reconvertir ou faire une formation supplémentaire de médiation en santé. Nous, ici, c'est souvent des personnes qui sont assez moteurs dans leur communauté, qui ont une expérience antérieure en milieu associatif, voilà, donc qui baignent déjà un petit peu dans ce milieu-là, qui ont déjà cette posture et en fait qui vont se professionnaliser. Et donc en Guyane française, on a un diplôme universitaire qui est porté par l'Université de Guyane, un diplôme universitaire de médiation en santé. Donc c'est une formation, je crois que là on en est à la 7e édition, peut-être même la 8e là en janvier 2026. Donc voilà, ça fait un moment que ça existe. Cette formation, donc c'est une formation qui dure 6 mois. À raison d'une semaine de cours par mois, donc avec plein d'acteurs différents. Et il y a un stage de 15 jours qui vient clôturer en fait cette formation et donc ce diplôme universitaire à la clé. Voilà, donc il y a de plus en plus de médecins. Chaque année, en fait, il y a des personnes qui suivent cette formation, des personnes qui sont déjà employées en tant que médiateurs en santé pour une validation des acquis, et puis des personnes, beaucoup qui sont bénévoles dans différentes associations et donc qui peuvent bénéficier de ce diplôme dans un but de reconnaissance et du coup de pouvoir leur permettre d'accéder plus facilement à un poste après. Voilà. Et donc, en fait, la médiation en santé en Guyane, c'est évidemment très présent dans le milieu associatif et dans les dispositifs de droit commun aussi, de plus en plus. Il y a des médiateurs en santé maintenant au niveau de certaines communes, dans les contrats locaux de santé. Il y a des médiateurs en santé en milieu hospitalier. Il y a des médiateurs en santé dans tout ce qui est permanence d'accès aux soins. Voilà, il y a de plus en plus de médiateurs en santé et dans des structures qui se diversifient. Et voilà, et en fait, ça montre l'importance de ce métier-là sur notre territoire. Oui. Et comme tu disais, cette spécificité des médiateurs pairs, même si c'est pas peut-être généralisé au niveau associatif, mais dans les associations du VIH, effectivement, ça reste encore un peu comme ça. Au moins, c'est le cas de mon association où nos médiateurs en santé sont des médiateurs pairs. Effectivement, ça rajoute un plus non négligeable. Mais justement, pour revenir un tout petit peu au VIH, est-ce que tu as des souvenirs de quand tu étais en Cégide? Peut-être ça remonte et sûrement les choses ont changé. Mais est-ce que tu as des souvenirs de ce que tu trouvais qu'à l'époque, c'était plus problématique où il fallait plus intervenir, ou les obstacles, ou bien les choses positives que tu as trouvées à ce moment-là? Alors moi, quand j'étais sage-femme au Cégide, j'intervenais donc dans les locaux, dans le centre de prévention santé de la Croix-Rouge. Donc je recevais en consultation des femmes, beaucoup de travailleuses du sexe. J'intervenais aussi dans une association de lutte contre les violences faites aux femmes, où j'allais faire des consultations auprès des usagères de cette association. Et j'intervenais aussi à l'Université de Guyane où je proposais des consultations. Et enfin, j'intervenais en milieu carcéral. J'allais faire plutôt des ateliers de prévention, de sensibilisation auprès des femmes. Et évidemment que les choses ont très certainement dû évoluer depuis. Mais ce que je retiens,
c'est les difficultés d'accès à l'information sanitaire pour ces femmes-là qui sont en situation de précarité, qui sont en situation d'isolement, qui n'ont pas forcément toutes les clés de compréhension et tous les outils pour prendre soin de leur santé ou en tout cas être dans une démarche active pour aller consulter, pour se faire dépister, et et voilà, et donc du coup, de faire de l'aller vers, donc de sortir de nos locaux, de nos structures et d'aller vers ces personnes-là, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement utile. Voilà, enfin, Oui, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais je pense que oui, cette démarche vraiment d'aller vers, c'est aussi un maillon de la chaîne qui est extrêmement important dans un territoire, enfin dans un contexte comme celui qu'on peut rencontrer en Guyane. mm, Euh, voilà, il y a beaucoup de, oui, beaucoup de prise de risque au niveau de la sexualité. Il y a un besoin accru de dépistage. Il y a un besoin accru aussi d'accès aux moyens de contraception. Et il y a besoin d'informer plus, de sensibiliser plus, que ce soit les ados, que ce soit même les femmes de façon générale. Le dépistage en gynéco, c'est aussi quelque chose qui est... il y a encore du chemin à faire, quoi. Enfin, mm, il y a vraiment énormément de prévention à faire. mm. Et pour revenir à ton travail actuellement, Oui. est-ce que tu travailles sur des projets en particulier que tu veux un peu nous raconter? Ah, eh ben oui. Alors, donc, comme je disais tout à l'heure, moi, je travaille aujourd'hui sur la thématique santé-environnement. Et donc, je coordonne plusieurs équipes qui s'appellent les équipes mobiles santé-environnement, qui portent bien leur nom, et donc qui interviennent dans les quartiers d'habitat spontané de différentes communes et qui vont en fait faire... on pourrait décomposer ça en trois axes. Disons, on va faire de la médiation en santé, donc ce que je disais tout à l'heure, tout ce qui est information sur les systèmes socio-sanitaires, tout ce qui est orientation et accompagnement sur des démarches administratives. On a un gros axe prévention, promotion de la santé, où là, on va plutôt aller sensibiliser les gens sur tout ce qui est risque sanitaire en lien avec l'insalubrité du milieu de vie. Parce que dans les quartiers informels, il n'y a pas forcément, enfin, il n'y a pas de réseau d'accès à l'eau potable. Donc, il y a certains quartiers où en périphérie, il y a des bornes fontaines où les personnes ont accès à l'eau potable, mais il y a quand même plein d'endroits où les personnes n'ont simplement pas accès à l'eau potable. Donc, on va faire beaucoup de prévention, de sensibilisation là-dessus. Il y a des grosses problématiques d'assainissement des eaux usées aussi dans les quartiers. Donc, on va aussi aller sensibiliser les gens là-dessus. Des grosses problématiques de gestion de déchets dans les quartiers et en périphérie. Donc, voilà, nous, on va vraiment se focaliser là-dessus pour prévenir un certain nombre de maladies qu'on dit à transmission hydrique. Donc, la grande famille des maladies à transmission hydrique. Là-dedans, on va pouvoir trouver les maladies diarrhéiques qui sont principalement liées à la consommation d'une eau qui n'est pas potable. On va parler aussi beaucoup des maladies à transmission vectorielle. Donc, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler ici, de plus en plus d'ailleurs dans l'Hexagone, de la dengue, par exemple. Il y a eu aussi des épidémies de Zika, de chikungunya. Donc voilà, ça fait partie des arboviroses et des maladies à transmission vectorielle. On va parler aussi de certaines maladies à transmission zoonotique, comme par exemple la leptospirose, qui est transmise en fait par l'urine de rongeurs principalement. Et donc, en fait, dans les quartiers informels où il y a des grosses problématiques de gestion de déchets et de stagnation d'eau usée, on va avoir beaucoup de rats qui vont proliférer dans ces quartiers. Et donc, une exposition quand même très importante à cette maladie. Donc, on va vraiment aller sensibiliser les gens sur ces thématiques-là. Et on va en fait essayer de travailler avec eux en partant des dynamiques qui existent déjà dans les quartiers. Donc, des fois, il y a des comités de quartier. Donc, on va travailler avec eux. On va leur proposer des actions de sensibilisation. Des fois, on va un petit peu plus loin. On va sur de la formation. Et on va essayer, en fait, de créer une dynamique avec ces habitants et de mettre en place des actions collectives à l'échelle des quartiers pour essayer de diminuer l'exposition à ces risques sanitaires. Et on a un troisième axe d'intervention qui est la réponse à l'urgence sur signaux sanitaires. C'est-à-dire qu'on va être déclenché par l'Agence régionale de santé quand il y a par exemple des cas de paludisme, d'antavirus ou de certaines maladies, et on va déployer des réponses de santé publique qui vont être différentes en fonction des signaux sanitaires. Donc ça c'est cette équipe-là. Et là, depuis le début de l'année,
on déploie un projet spécifique sur le traitement de l'eau à domicile, donc qui s'adresse aux personnes qui ne sont pas raccordées au réseau d'eau potable et qui n'ont pas la possibilité d'avoir accès à de l'eau potable. Donc il y a beaucoup de personnes sur le territoire de la Guyane qui vivent dans des quartiers informels qui, comme je le disais tout à l'heure, n'ont pas accès à de l'eau potable et vont récupérer de l'eau de pluie, vont avoir de l'eau souterraine qui va être puisée à l'aide de puits qui sont faits de façon artisanale. Et parfois, ça va être de l'eau qui va être puisée dans des criques. Et donc, en fait, nous, on va accompagner les personnes intéressées sur des méthodes de traitement de l'eau à domicile pour qu'en fait, elles consomment une eau, in fine, sans risque pour la santé. Et en fait, ce projet-là, c'est un peu... Enfin voilà, on fait vraiment de la réduction des risques, c'est-à-dire qu'on va partir des connaissances des gens, de leurs pratiques quotidiennes, des moyens qu'ils peuvent allouer aux méthodes de traitement de l'eau, et on va leur proposer une espèce d'accompagnement à la carte en partant de tous ces éléments-là, et on va aussi leur permettre de mettre en place des bonnes pratiques autour des méthodes de traitement de l'eau en leur fournissant en fait un kit. L'idée, c'est de ne pas fournir le kit de façon indéfinie, mais de leur montrer que à côté de chez eux, ils peuvent avoir accès en fait à ces matériaux et à de l'eau de javel et tout ça pour pouvoir pérenniser ces pratiques-là. Et donc ça, c'est un projet qui est inscrit au plan régional santé-environnement de l'ARS. Et donc c'est un projet qu'on va déployer sur l'ensemble de la Guyane. Donc c'est un projet territorial qui vient de démarrer. Et là, on est encore en phase pilote, donc on est en train de consolider tout ce qu'on est en train de faire. Et voilà, et c'est passionnant. C'est passionnant, même plus, ce que je remarque depuis notre conversation, que dans tous les projets que tu as suivis, auxquels tu as participé, que tu nous expliques, il y a toujours cet regard très attentif à la réalité, au territoire, à ce qu'il y a. Je n'ai jamais l'impression qu'il y a des projets qui ont été mis sur quelque chose, mais vous partez toujours du territoire, de ce qu'il y a, des connaissances, des bases pour aller de l'avant et évoluer. C'est vraiment très intéressant en général comme démarche. Mais je voulais te demander pour terminer notre entretien, à Métropole, nous sommes fortement touchés par une crise des financements des associations. Il y a des manifestations à ce moment, au risque vraiment de ne plus pérenniser beaucoup de projets. Est-ce que dans ton expérience personnelle, tu as vécu la même chose ou en général en Guyane, ça c'est récent? Alors, je passe ma vie à chercher des financements. Donc, après, je pense qu'en Guyane, on a encore la chance de ne pas trop être impacté par ça, en tout cas sur les projets sanitaires et qui sont notamment financés par notre agence régionale de santé. Mais je sais aussi que c'est une situation qui ne va pas durer et que je pense d'ici l'année prochaine, donc ça arrive très très vite, il va y avoir des coupes budgétaires drastiques et on va aussi forcément être impacté. Donc là, je passe ma vie à chercher des financements parce qu'en fait, l'idée c'est de faire des cofinancements et donc d'aller chercher pour un seul et même projet des financements auprès de 3 voire 4 bailleurs différents. Et donc voilà, ça demande énormément de temps, énormément de travail, de l'agilité aussi. Et voilà, et c'est un travail du quotidien. Et je sais que oui, dans l'Hexagone, vous êtes impactés avant nous, mais notre tour va venir très très vite, je crois.